Bonjour, Cécile de Barcy, vous êtes associée chez Triforensic. Triforensic est une société active dans tout ce qui est prévention et aussi investigation par rapport à des cas de fraude. Tout à l'heure, vous m'expliquiez justement que les entreprises qui avaient parfois des problèmes d'éthique au sein même de leur culture d'entreprise pouvaient créer un cadre, un contexte en interne qui permettait à la fraude peut-être de se développer plus rapidement. Tout à fait. Bien, un criminologue américain a développé dans les années 50 un modèle pour tenter d'expliquer la fraude. Et ce modèle, qui s'appelle le triangle de la fraude, précise que pour qu'une fraude se produise, il faut 3 éléments. L'élément d'opportunité, donc il faut une occasion, une porte ouverte, un accès à des données. L'élément de pression, donc il peut à la fois venir de la personne individuellement qui a une dette à rembourser ou qui est mise sous pression par sa hiérarchie pour produire des résultats. Et puis il y a l'élément de rationalisation, qui est un élément lié à la fois à l'éthique personnelle, donc quelles sont les valeurs morales de la personne, jusqu'où elle est prête à aller dans une situation difficile, et les valeurs de l'entreprise, donc la valeur, la culture d'entreprise, l'éthique, et qui est personnifiée par les dirigeants de cette entreprise. Si ces dirigeants se comportent de façon exemplaire, respectent les valeurs de l'entreprise, se montrent attentifs au bien-être des employés, ils seront respectés et on va avoir tendance à avoir des employés qui vont se limiter si jamais une situation de fraude se présente. Parfois, on a les profils de fraudeurs sont parfois en fait le profil du bon élève dans la classe, celui qui a la meilleure note quelque part ou la meilleure perception du point de vue du patron, celui qui se comporte justement par rapport aux prescrits peut-être que fixe l'entreprise et finalement on se retrouve avec parfois des désillusions. Le fraudeur type, c'est quelqu'un d'abord plutôt masculin que féminin, à 80%. Plutôt dans la deuxième partie de sa carrière, donc quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui va avoir accès aux informations, au système, mais aussi quelqu'un qui va être un manipulateur, qui va être un charmeur, qui va endormir, comme vous dites, la confiance de son entourage, qui va être quelqu'un qui sera professionnellement très bien placé, mais aussi compétent, et c'est toutes ces qualités qui vont lui permettre d'arriver à ses fins. C'est vrai aussi que les personnes qui espéraient par exemple une promotion ou qui espéraient une autre façon d'être valorisées dans l'entreprise, ne trouvant pas là un système juste et un système qui les valorise dans leur travail, vont avoir tendance aussi à se dire pourquoi pas moi, hein, ça peut être quelqu'un d'autre. Je vais piquer dans la caisse parce que j'y ai droit, je n'ai pas été suffisamment promu, suffisamment payé, on n'a pas reconnu mes mérites. Alors on est en pleine affaire Renault aujourd'hui, on voit que ça grenouille beaucoup sur est-ce que les Chinois ont pris les secrets de la batterie de la voiture électrique de Renault. Paradoxalement, on voit que les cas d'espionnage, dans une étude PricewaterhouseCoopers justement, où vous évoquiez qu'on était dans l'ensemble des fraudes commises, on n'était qu'à 3%. Est-ce que c'est en croissance et d'autre part, est-ce que c'est peut-être dû aussi au fait que les entreprises ne savent pas nécessairement qu'on leur a pris leurs secrets? Il ne faut pas oublier que la fraude classique, c'est-à-dire le détournement d'actifs, est la fraude la plus courante. Hein. Donc c'est certainement la fraude la plus facile à commettre et voilà, elle reste quand même l'élément principal. En attendant, il y a de plus en plus de moyens technologiques de dérober de l'information dans une entreprise. Donc quand on parle d'Internet, des clés USB, on peut faire ça de façon quasi anonyme. On connaît les nouveaux sites où on peut déposer de l'information de façon anonyme, donc ça peut se faire de façon discrète. Et l'information peut avoir de la valeur et on peut connaître cette valeur aussi. Avant, on pouvait avoir de l'information sans en connaître la valeur. Maintenant, on peut essayer de trouver via Internet ou via d'autres pistes des interlocuteurs qui vont être intéressés par cette information. Il peut exister un marché qui n'existait peut-être pas avant et donc il faut se prémunir contre ça. Les précautions de base ne sont pas toujours respectées, que ce soit dans les grandes ou les plus petites entreprises, hein, ne pas échanger de password, avoir des degrés de confidentialité de documents échelonnés, partager de l'information sur base de nécessité, donc ce qu'on appelle le need to have, donc partager l'information confidentielle avec les gens dont ils peuvent avoir usage de cette information et ne pas la partager avec d'autres. Essayer justement d'éviter de laisser traîner des papiers, ce qu'on appelle la clean desk policy, fermer les armoires, être très strict en matière de vol de PC, d'entrée sans respecter les consignes de sécurité. C'est un état d'esprit et à nouveau, si la hiérarchie respecte ces consignes, ces procédures, si elle est exemplaire en la matière, il n'y a pas de raison, si on n'explique pas correctement les choses aux employés, qu'ils ne comprennent pas.